Hello tout le monde et bienvenue dans cette session de formation d'initiation Angular qui est co-organisée avec GDG, Cloud Abidjan et GDG Bassin. Donc avant de commencer, permettez-moi de vous remercier pour cette opportunité qui m'est accordée de partager mes connaissances dans ce domaine avec les autres. Et je vous remercie encore une fois aussi pour votre réactivité. Et me concernant, je suis Modeste Sachongo. Je suis développeur web JavaScript senior et créateur de contenu. Donc, je suis passionné par JavaScript et Angular et passionné également par le partage de connaissances. Donc, à côté, je suis speaker, formateur et créateur de contenu. Donc, j'ai une chaîne YouTube où je partage un peu mes connaissances dans le domaine du développement web avec les autres et plus précisément sur les technologies liées à JavaScript. Donc, du coup, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne si vous voulez vous renforcer vos connaissances de façon générale dans le développement web ou approfondir vos connaissances sur le JavaScript ou sur Angular. Et vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter avec le hashtag DevPropulsor, qui est le nom de ma chaîne, et ou avec mon identifiant RBL MDST. Et concernant la formation, l'objectif de la formation sera de vous apporter les notions essentielles sur Angular afin que vous puissiez construire plus tard sur ces notions et devenir autonome sur Angular. Et concernant la structuration de cette formation, donc il s'agira d'une session de 1h45 qui sera répartie sur 8 sessions. Donc la formation va se répartir sur 8 sessions au total, des sessions de 1h45. Donc ce seraient des sessions interactives et pratiques. Donc je ne voudrais pas vous montrer juste des slides, mais on aura un projet fil riche qu'on aura à faire ensemble. Donc vous avez le programme qui se présente comme suit. Donc on aura une première session d'introduction au TypeScript, une seconde session où on aura à créer un projet Angular de zéro, découvrir les composants, passer à la communication des composants pour voir comment échanger les données entre les composants. Nous allons passer à une session où nous allons étudier un peu comment on utilise ce qu'on appelle les flux de contrôle, les directives pour afficher des éléments sur une page, réaliser des boucles lorsque nous avons des listes à afficher, etc. Nous allons découvrir après les services qui nous permettent d'isoler un peu la logique des composants pour rendre des composants réutilisables. Nous allons parler du routing qui nous permet de mettre en place un système de navigation au niveau de nos applications, voir un peu comment interagir avec les formulaires, vu que c'est les formulaires que les utilisateurs utilisent souvent pour interagir avec nos applications. Et nous allons terminer par la réalisation des requêtes HTTP. Donc, on va voir comment communiquer avec un serveur pour pouvoir envoyer les données que l'utilisateur renseigne dans un formulaire vers un serveur pour pouvoir effectuer des traitements dessus. Et concernant le format de la formation des différentes sessions, donc, pour chaque session, j'aurai à présenter un thème spécifique à travers des exemples pratiques. Et après cela, nous allons prendre notre projet fil rouge et pratiquer dessus ensemble. Et concernant quelques liens que j'aimerais partager avec vous, j'ai créé un lien GitHub, donc j'aurai à partager les codes que j'ai créés ou les choses que nous ferons ensemble. Donc j'aurai à partager les codes avec vous à travers ce lien GitHub. Donc j'ai également créé une chaîne Discord pour qu'on puisse échanger en dehors des sessions. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Donc, vous pourrez répondre si d'autres des questions également, des réponses si vous l'apporteront. Et puis, j'avais également envoyé un petit sondage juste pour mieux vous connaître. Donc, j'ai envoyé un petit sondage pour avoir une idée de d'où est-ce que vous suivez la formation, qu'est-ce qui a constitué votre frein jusque-là pour que vous ne n'apprenez pas. Qu'est-ce qui a constitué votre frein jusque-là pour l'apprentissage d'Angular, par exemple.
Donc, je vais essayer de partager ces différents liens avec vous dans le chat. Donc, je dirais que le plus important, c'est le lien Discord, le premier lien. Donc, lorsque vous voyez un peu le lien, ça doit vous donner accès à un Discord qui se présente comme ceci. Donc, c'est un Discord que j'ai créé juste pour la formation. Donc, vous verrez rapidement l'objectif de la formation, les différents liens pour s'enregistrer, au cas où vous souhaitez suivre les autres sessions à venir, le lien vers le repo Geeks. Et voilà, donc du coup, lorsqu'on aura des échanges à faire ou des choses des choses à communiquer, donc on pourrait vous partager cela vu que on aura des différentes sessions, donc on pourra échanger ici. Donc voilà, de façon générale. Donc du coup, je ne sais pas si vous avez des questions à poser sur tout ce que j'ai dit jusque-là avant qu'on ne commence la session proprement dite aujourd'hui. Ok, donc je suppose qu'il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. Je vais prendre les questions au fur et à mesure et puis voilà, à la fin, vous pourriez les répondre. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, donc du coup, je vais reprendre le partage. Donc du coup, aujourd'hui étant notre première session, nous allons commencer par une présentation générale de Angular, vu que c'est sur Angular que nous allons travailler, et faire ensuite une petite introduction rapide au TypeScript, qui est un des prérequis pour pouvoir faire du Angular. Donc lorsque je commence par la partie Angular, donc Angular c'est quoi? Lorsqu'on me demande aujourd'hui c'est quoi Angular? Donc Angular c'est un framework JavaScript qui est basé sur du TypeScript et qui a été développé par Google depuis 2016 et qui permet de développer ce qu'on appelle des single page applications. Donc, qui dit single page application, ça veut dire que single page application, ça veut dire application monopage. Donc, si nous avons des applications monopage, c'est qu'à côté, c'est qu'on avait des applications qui avaient plusieurs pages. Donc, c'est quoi la différence entre les single page applications et les applications classiques qu'on avait? C'est que avant, dans votre navigateur, lorsque vous accédez à un site, à chaque fois que vous cliquez sur un lien, vous avez tout le contenu de la page qui est rechargé à chaque fois. Et même si vous avez certaines ressources qui se répètent sur la page, comme les headers, les footers, les sidebars, par exemple, à chaque fois que vous cliquez sur un lien, donc il y a tout cela qui est rechargé. Et qui dit rechargement dit chargement des ressources HTML, CSS et tout ça. Donc, du coup, nous n'avons pas nos contenus de page qui sont réutilisables. Donc, il y a certaines personnes qui ont pensé à comment nous pouvons réutiliser ces différents éléments sous forme de composants, de sorte à juste rafraîchir la partie de la page qui nécessite des rafraîchissements. C'est dans ce sens que les single page applications ont vu le jour. Donc, il y a différents types de single page applications aujourd'hui, ou bien de frameworks permettant de réaliser ou de développer ce genre d'applications. Nous avons par exemple React, Vue, Svelte, donc il y a plein de single page applications, de frameworks permettant de réaliser des single page applications aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre Angular et nous allons voir pourquoi choisir Angular et pourquoi ne pas choisir autre framework. Ce qu'il faut retenir essentiellement ici, c'est un framework qui a été développé par Google depuis 2016 et qui permet de développer des single page applications. Excusez-moi. Une erreur qui revient souvent dans la communauté Angular depuis des années et qui continue toujours pas à arriver, c'est que les gens, pour beaucoup, confondent AngularJS et Angular. Donc, dans la communauté, lorsque quelqu'un vous parle d'Angular, c'est qu'il faut savoir que la personne parle de la version 2 d'Angular. Et lorsque quelqu'un parle d'AngularJS, c'est qu'il vous parle d'une ancienne version d'Angular. Donc, pour une petite historique, donc Google est l'auteur des deux frameworks, AngularJS et Angular. Et Angular était la première version qui a été développée en utilisant du JavaScript.
Donc, du coup, en développant cette version d'Angular, ils ont trouvé qu'il y avait certains soucis de performance et tout, des soucis de maintenance liés au fait qu'on utilisait du JavaScript et tout ça. Donc, ils ont pensé à restructurer ou à repartir sur de nouvelles bases. Donc, c'est là qu'ils ont créé le Angular, la nouvelle version d'Angular qu'on appelle Angular simplement, et pas AngularJS, qui est la version d'Angular que nous connaissons aujourd'hui. Donc, lorsque quelqu'un vous parle d'Angular, ou quelqu'un par erreur vous parle d'AngularJS, pour lui demander directement, vous parlez d'AngularJS ou d'Angular. Parce que le projet AngularJS, c'est un projet qui n'est plus maintenu par Angular et par Google depuis 2020. Donc, le projet n'est plus maintenu par l'équipe Angular. Donc, la nouvelle version, c'est elle qui évolue. Et cette nouvelle version se base sur du TypeScript. Et sa première version a été développée sa première version stable est sortie en 2016. Donc aujourd'hui, la dernière version stable majeure de Angular que nous avons, c'est la version 17 et c'est elle que nous allons utiliser pour notre formation. Donc du coup, c'est quelque chose de très important. Lorsque un recruteur, par exemple, vous présente une fiche et vous parle d'AngularJS, c'est à vous de faire la différence et de dire clairement, vous pouvez parler d'AngularJS ou d'Angular. Parce que AngularJS, c'est outdated, c'est plus utilisé, même s'il y a certaines sociétés qui maintiennent toujours ça. Mais Angular même ne fournit plus de mise à jour sur cette version. Donc, il y a aussi une différence entre les logos. Donc, vous voyez qu'il y a une grande différence entre les logos. Donc, ce logo, c'est le logo de la Renaissance. Et c'est un logo que Angular adopte depuis sa version 16, depuis sa version 17. C'est le logo de la Renaissance pour faire une différence entre les deux logos. Donc, lorsque nous arrivons maintenant au niveau de tout framework ou de toute technologie, chaque technologie présente ses avantages et ses inconvénients. Et ici, nous allons commencer par les inconvénients qu'on reproche, par exemple, souvent à Angular, ou qui sont quelques défauts qu'on peut retrouver chez Angular. Le premier, c'est sa courbe d'apprentissage. Donc, l'un des points à beaucoup de personnes dans l'adoption de Angular, c'est sa courbe d'apprentissage. Donc, on lui reproche beaucoup cela. Parce que pour faire Angular, il vous faut déjà apprendre du TypeScript, il vous faut avoir des connaissances en RIJS, et RIJS, c'est une librairie qui vous permet de réaliser de la programmation réactive. Donc, il y a une complexité, une courbe d'apprentissage qui est un peu raide et qui empêche beaucoup de personnes à adopter le framework. Donc, du coup, vous voyez que déjà pour apprendre un framework, il faut apprendre, vous avez 2 prérequis. Et là, j'ai pas marqué le JavaScript, donc ça fait 3 prérequis pour apprendre un framework. Donc, beaucoup reprochent là à Angular. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Angular peut ne pas être le bon choix lorsque vous voulez développer des petits projets. Donc, lorsque je veux faire un site vitrine simple, on n'a pas besoin de Angular. Donc, je peux faire mon site vitrine en utilisant simplement du HTML, un peu de CSS pour le faire. Donc, c'est pas la peine de développer un simple projet en utilisant Angular parce que vous savez faire du Angular, faire tout avec. Et l'autre chose, c'est le côté SEO friendly. Donc, le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Donc, c'est l'optimisation de l'indexation au niveau des moteurs de recherche. Donc, vu que c'est des single page applications, ils ont un problème, c'est que à la différence des applications classiques que nous connaissons jusque-là, les single page applications, lorsque vous essayez d'accéder à l'application la première fois, donc il y a un bout de JavaScript qui est envoyé vers le navigateur, et c'est ce bout de JavaScript qui devient autonome et qui sait quand mettre à jour telle partie de la page, quand afficher tel élément et tout. Donc du coup, c'est pas lorsque vous regardez le code source d'une single page application, vous verrez que vous avez un petit bout de code qui ne reflète pas vraiment le contenu de votre page tel que c'est affiché. Donc du coup, lorsqu'un moteur veut indexer la page, il a des soucis parce qu'il ne trouve pas du contenu, parce que le contenu, le rendu se fait plus tard en utilisant le JavaScript. Donc du coup, cela est compensé quand même aujourd'hui en utilisant le
server-side rendering. Donc, vous verrez que c'est une façon de faire que beaucoup de single page applications ou bien de frameworks permettant de réaliser le single page application intègre aujourd'hui. Donc, l'autre chose, c'est que Angular, c'est du opinionated, c'est-à-dire que vous avez certaines façons de faire qui sont définies par le framework. Donc, on vous dit, c'est comme lorsque vous utilisez des frameworks MVC, on vous dit par exemple que mettez le contrôleur dans tel dossier, nommez-le de cette façon. Si vous ne respectez pas cela, donc du coup, rien ne marche. Donc, au niveau d'Angular, il y a quand même ce côté, ce garde-fou qui faut respecter, que certaines personnes trouvent pas bien comparé à React. Mais c'est quand même bien d'avoir une seule façon de faire qui est précis plutôt que d'avoir plusieurs façons de faire. Donc, ce côté, je dirais que c'est à prendre avec les pincettes. Si nous venons maintenant aux avantages, et pourquoi, par exemple, Angular est le bon choix à long terme, c'est que c'est un framework qui vous fournit tous les éléments pour pouvoir développer une application de bout en bout. Donc, lorsque je prends l'exemple de React, lorsque vous prenez 10 projets React, vous verrez 10 façons de faire, 10 dépendances différentes, parce que vous avez des librairies qui sont composées pour pouvoir créer une application. Donc, il se peut que d'un projet à l'autre, vous tombez sur différentes librairies de routing, différentes librairies de composants, etc. Donc, aujourd'hui, Angular, lui, il vous fournit tout par défaut. Donc, vous avez un CLI qui vous permet de bootstrapper votre projet, de gérer les dépendances. Vous avez un système de formulaire. Vous avez un système de routing pour réaliser la navigation et tout. Vous avez Angular Material qui est une librairie de composants, donc qui vous est fourni par l'équipe Angular que vous pouvez utiliser pour vos développements. Donc, l'autre chose, c'est que vous avez une communauté Angular qui est très inclusive et qui met aujourd'hui le développeur au centre de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une nouvelle fonctionnalité, la fonctionnalité est d'abord soumise à la communauté de développeurs pour avoir leur avis dessus, des systèmes de vote pour voir si la fonctionnalité, ça passe ou pas, avant de procéder même à la validation à l'implémentation. Et après l'implémentation, aujourd'hui, les implémentations passent par une étape de ce qu'ils appellent developer preview, pour que les développeurs testent là, est-ce que ça répond à leurs besoins et tout, donc avant d'adopter la fonctionnalité. Donc, vous avez également un grand écosystème d'outils. Donc, vous avez Ennis qui vous permet aujourd'hui de faire du monorepo et des outils, également qui vous permet de faire du microfontaine. Vous avez NGRIS qui vous permet de faire des applications dotées de ce qu'on appelle le RIDOS ou le store. Vous avez NGNIT aussi qui fournit pas mal d'outils. Donc, c'est un groupe de développeurs qui fournit pas mal d'outils Angular pour vous faciliter le développement. Donc, l'autre chose aussi qui est très important, c'est le côté grand projet. Donc, Angular, c'est un framework qui est adapté lorsque vous souhaitez faire de grands projets, des projets à long terme. C'est un facteur très important et une différence par rapport à React. Je parle de React parce que souvent les gens ne pas React et Angular, donc c'est un peu ça que je parle de ça. Angular aujourd'hui, pour passer d'une version à une autre, il me suffit d'utiliser une commande qui est le ng update et ça me fait automatiquement la mise à jour vers une version majeure de mon framework. Donc, lorsque il y a de nouvelles fonctionnalités ou des évolutions majeures au niveau du framework, donc ils écrivent ce qu'on appelle des schématiques qui passent sur votre code et font des changements sur le code automatiquement pour vous. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ces changements manuels pour s'adapter à chaque fois. Donc, ça, c'est un des avantages aujourd'hui, ou une force aujourd'hui dans la communauté Angular. Et l'autre chose aussi, c'est que Angular, ils définissent également leur date de sortie. Ils ont une feuille de route qui est claire et dont les développeurs sont généralement au courant. Donc, genre,
La version 18 d'Angular, je pense, va sortir dans une semaine ou deux, la version 18. Donc elle est là, elle sortira bientôt. Donc ça, c'est quelques avantages pour lesquels, personnellement, je trouve que Angular est le bon choix lorsque vous voulez vous investir à long terme. Si nous faisons un petit zoom sur l'outillage, donc Angular nous fournit aujourd'hui un CLI. Et qu'est-ce que le CLI nous permet de faire? Pourquoi je parle de ces deux éléments? Parce que c'est les deux éléments auxquels nous serons souvent en contact lorsqu'on fait du développement. Donc le CLI aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de créer un projet, de développer notre application, d'aller même jusqu'à la production. Donc de faire des builds et tout. Donc, nous avons également le compilateur, mais le compilateur n'interagit pas directement avec le compilateur, mais on interagit avec le compilateur en passant par le CLI. Donc, c'est lui qui se charge de transformer le code TypeScript que nous écrivons, vu que le navigateur, par exemple, ne comprend pas du TypeScript comme nous le verrons tout à l'heure. Donc, il y a cette phase de compilation où le compilateur Angular prend le TypeScript que nous écrivons, le HTML, le CSS et tout ça, le combine et le transforme sous un format qui est compréhensible par le navigateur. Donc ça, c'est le rôle du compilateur au cas où quelqu'un vous pose la question. Donc, sur le Angular, c'est que Angular a beaucoup évolué, contrairement à ce que beaucoup pensent. Donc, actuellement, moi-même personnellement, si vous suivez, vous avez suivi l'évolution de Angular depuis mai dernier, c'est-à-dire depuis la version 16 jusque là, vous verrez que Angular a très beaucoup évolué. Et c'est même, je dirais, compliqué de suivre l'évolution et de se mettre à jour. Donc c'est, contrairement à ce que des gens pensent que ça a stagné ou que Angular est mort, ce que les gens pensent, c'est que c'est la version AngularJS, parce qu'il y a aussi cette ambiguïté qui fait que beaucoup se trompent en croyant que AngularJS c'est Angular. Donc du coup, j'ai résumé ici quelques grandes lignes de cette évolution. Donc pour ceux qui ont, je ne sais pas si certaines personnes ont connu, mais lorsque Angular avait commencé, c'est qu'on avait un système de modules. Du coup, les composants devaient appartenir à un système de modules. Et cela entraînait des confusions pour certaines personnes, vu que nous avons également des modules dans le JavaScript. Nous avons nos modules JavaScript, les modules Angular, c'était compliqué. Et ça ajoutait ce qu'on appelle des boilerplates, des fois fournières. Donc, du coup, ça, c'est une grande évolution. Côté Angular, où nous sommes passés à ce qu'on appelle les standalone components. Donc, c'est des composants qui sont autonomes, qui n'ont pas besoin forcément de rester dans un module pour évoluer. Nous avons les observables. Les observables, comme nous le verrons par la suite, c'est ce qui nous permet de réaliser la programmation réactive. Donc, tout ça nous vient du RxJS dont j'ai parlé, qui a une courbe d'apprentissage un peu compliquée et qui a un frein pour beaucoup de personnes. Donc, ce qui a été fait, c'est que Angular a trouvé une nouvelle primitive qui s'appelle les signaux, qui a été adoptée récemment, et ils essaient de changer la majorité de leur API en utilisant maintenant les signaux, qui sont une nouvelle façon de réaliser la programmation réactive, mais de façon plus simple. Et nous avons également Webpack qui est utilisé historiquement, qui se base sur du JavaScript, et aujourd'hui, on passe à l'utilisation du ESBuild, qui nous permet de, je pense que ça a été développé avec du Rust, et ceux qui connaissent le Rust, ça permet de développer des applications qui sont très rapides. Donc aujourd'hui, nous avons le temps de build un côté Angular qui est très élevé en utilisant le ESB. Et nous avons également un passage vers une approche plus fonctionnelle aujourd'hui côté Angular comparé à ce qu'on avait avant, qui est basé sur l'utilisation des décorateurs. Donc les décorateurs, ça fait un peu de rapport avec les classes. Donc voilà les changements notables qu'on peut trouver au niveau d'Angular. Donc au début, parce qu'on avait un logo qui était comme ça, qui a été changé, ça c'est la Renaissance. Donc la Renaissance, c'est cette phase où beaucoup de choses ont changé dans Angular. Avant, par exemple, dans Angular, pour pouvoir faire le lazy loading, on le faisait à l'échelle d'une route. Aujourd'hui, vous pouvez faire du lazy loading d'une portion, une partie spécifique de votre page.
Donc, il y a plein de choses et beaucoup de choses sont encore en train d'arriver. Et il y a certains dont ils parleront encore au Google I.O. qui est prévu pour le 14 mai, si je ne me trompe pas. Donc, juste pour vous dire que Angular n'est pas mort et si vous choisissez Angular, c'est un investissement à long terme que vous faites. Et puis, nous revenons maintenant à la partie des besoins ou les prérequis que tu vas d'éviter avec Angular. Donc, il faut une bonne connaissance du JavaScript. Pourquoi une connaissance du JavaScript, nous le verrons par la suite. Donc, il faut une bonne connaissance du TypeScript aussi, parce que le TypeScript, à la fin, c'est compilé vers du JavaScript. Donc, une bonne connaissance du TypeScript est nécessaire. Et il faut une bonne connaissance aussi de la programmation réactive en utilisant RxJS. Mais ça, c'est en train d'être ce prérequis Angular à la communauté. Ou plutôt, l'équipe Angular essaie de réduire cela maintenant avec l'adoption des signaux comme nouvelle primitive. Donc voilà, de façon résumée, rapidement, la connaissance de Angular, ce que c'est qu'Angular, l'essentiel de ce que vous devez connaître sur Angular. Du coup, vous avez des questions ou je peux continuer? Bon, il y a une question, je pense que ça va dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Une personne qui demande qu'on entend souvent que Angular est difficile par rapport à React et Vue.js. Est-ce vrai? Ok, donc je pense que la personne a après répondu, je viens d'avoir ma réponse sur la courbe d'apprentissage et les prérequis. Merci. Okay. Et du coup, la personne dit que voilà, ça réponse, qui est cool. Pouvez-vous nous partager la présentation après? Ok, il n'y a pas de souci, je le partagerai sous format PDF progressivement dans le groupe Discord dont je parlais. Ok, donc du coup, je vais continuer. Je vais boire un peu d'eau, s'il vous plaît. Ok, donc du coup, nous allons entamer l'un des prérequis pour faire du Angular. Donc du coup, sur le site du GDG par rapport au contenu des prérequis pour pouvoir suivre cette présentation ou cette formation, j'avais mentionné le fait d'avoir une bonne connaissance du JavaScript, au moins les bonnes bases au niveau des structures de contrôle, au niveau des structures de données de base également. Donc, si vous avez ces prérequis, donc on peut attaquer la partie TypeScript. Donc ici, je vais faire un résumé rapide du TypeScript, c'est-à-dire l'essentiel dont vous avez besoin pour faire du Angular. Donc si nous commençons par le TypeScript, ici, comme je le dis, j'essaie de ne pas faire trop de slides. Donc peut-être que c'est les slides que vous allez voir avec les contenus. Donc l'idée, c'est de partager le plus possible d'informations pour juste aller à l'essentiel. Donc, c'est quoi le TypeScript? Pour résumer, d'abord, c'est un langage de programmation statique ou de typage fort qui a été développé par Microsoft depuis un moment et qui a vu son utilité dans la communauté. Et personnellement, la façon dont je définis le TypeScript, c'est du JavaScript auquel on a ajouté du typage. Donc, si vous connaissez déjà du JavaScript, c'est plus facile pour vous d'apprendre le TypeScript. Donc, du coup, vous pouvez faire un tour sur le site de TypeScript après pour découvrir, si vous voulez, en détail. Et voilà ce que on retrouve sur le site, même le site officiel de TypeScript, sur ce que c'est que le TypeScript. Donc, si je reviens ici, donc il y a un bout de code, des bouts de code que j'ai mis ici pour faire une comparaison rapide du JavaScript et du TypeScript. Donc, le JavaScript, c'est un langage typé dynamique. Qu'est-ce qu'on appelle par typé dynamique? C'est que c'est le contenu de la variable à un instant T qui détermine le type de la variable. C'est-à-dire, si je prends le code que j'ai ici, j'ai fait un let avec une valeur 12 ici. Donc, ça veut dire que à ce moment précis, ou à la ligne 1, X est considéré comme un number. Mais lorsque je passe à la ligne 2 et que je modifie le contenu, donc ici, si on vérifie, on fait un type of, ici, on va voir que le X, il devient une chaîne de caractères.
Et ça, c'est pas bon pour le côté maintenance. Parce que quelqu'un, en regardant, supposons que je cache cette ligne ici, et que je viens à la ligne X, ici, à la ligne 3, donc je peux faire du n'importe quoi ici. Donc, imaginons que vous écrivez une fonction qui prend un paramètre et que vous mettez à modifier la valeur de cette façon. Donc, ça ne facilite pas la maintenance parce qu'il faut regarder un peu l'historique de la variable pour savoir ce que ça contient, comment on doit le manipuler. Donc, c'est pas quelque chose d'intéressant. C'est le côté qu'on reproche souvent au JavaScript, il est trop permissif. Donc, c'est le mauvais côté des langages typés dynamiques. Mais ça fait en même temps leur force. Donc, disons qu'il faut savoir comment les utiliser pour les utiliser avec toute leur puissance. Donc, ça, c'est ses avantages et ses inconvénients. Mais c'est le côté maintenant, surtout, qui est compliqué à faire. Donc, qu'est-ce que le JavaScript nous apporte? Le JavaScript, c'est ce qui nous fournit ce qu'on appelle les structures de contrôle, les if, les tant que et tout ça. C'est le JavaScript qui nous fournit les fonctions, les promises, qui nous permet de réaliser de la programmation asynchrone, etc. Donc ça, c'est le JavaScript. Et le JavaScript, c'est un langage qui est compréhensible par le navigateur. Maintenant, si nous venons au TypeScript, qu'est-ce que le TypeScript apporte? Le TypeScript nous apporte une couche de typage fort ou des outils pour nous aider à avoir un typage fort sur cette base du JavaScript. Donc déjà, si nous regardons les mêmes codes, on n'a pas trop de différence. C'est juste que la différence entre la ligne 1 et la ligne 1 ici, c'est que nous avons un côté type qui apparaît ici. Donc, qu'est-ce que le TypeScript nous apporte? C'est que, vu que nous avons maintenant un typage qui est fort, lorsqu'on dit qu'une variable est définie comme un nombre, on ne peut pas plus tard modifier sa valeur et lui donner une valeur qui est l'échelle de caractère. Donc, à côté, TypeScript nous apporte beaucoup d'autres choses, comme le fait de pouvoir définir des interfaces, le fait de pouvoir définir des types personnalisés. Supposons que j'ai le sexe d'un utilisateur qui est M, F ou O, par exemple. Donc, je peux définir un type qui restreint les valeurs que peut prendre une variable donnée. Donc, ça, c'est des choses que le TypeScript nous apporte. Et personnellement, avec mon expérience, je dis que l'essentiel que TypeScript nous apporte, c'est surtout le côté maintenance. Parce que depuis votre éditeur de test, vous pouvez savoir tout de suite éviter ces genres d'erreurs. Donc, il y a deux choses essentielles que le TypeScript nous apporte. C'est le côté maintenance, où ça vous évite de modifier des variables n'importe comment. Vous avez le côté où ça vous permet d'éviter certains bugs avant même la phase d'exécution du code. Donc, un des facteurs importants aussi à mettre une différence entre les deux langages, c'est que le JavaScript, les erreurs seront détectées à la phase d'exécution, c'est-à-dire au runtime par le navigateur. Donc, du coup, c'est déjà trop tard parce que c'est lors de l'exécution de la ligne que vous aurez un problème qui va vous dire, par exemple, que ceci n'est pas un tableau ou que ceci n'est pas un entier. Donc, c'est déjà tard parce que c'est en phase d'exécution. Alors que dans le TypeScript, vous avez une phase de transpilation où vous détectez l'erreur en amont, donc avant même la phase d'exécution. Donc, il y a ce côté aussi entre les deux langages. Donc, on dit que le JavaScript, c'est du runtime, le TypeScript, c'est du compile time. Donc, c'est la différence entre les deux. Donc, du coup, nous allons maintenant passer au côté pratique et voir à quoi ressemble tout cela au lieu de rester à regarder des slides. Donc, ce que je vais faire ici, un conseil que je vous donne personnellement, c'est que n'essayez pas, pendant que je fais la présentation, de faire la même chose que moi. Parce que pourquoi? Cela va vous distraire à comprendre mieux la chose. Donc, je vous rassure, en suivant, vous aurez tous les éléments et à la fin, vous aurez à la fois le slide et le code. Donc, du coup, vous pouvez pratiquer chez vous par vous-même après, si vous avez des questions, les poser. Donc, je vous exhorte à suivre plutôt qu'à essayer de faire les choses au même moment que je l'ai fait. Parce qu'à la fin, ça va rien vous apporter, vous allez juste être distrait. Du coup, je vais commencer par prendre mon console ici.
Donc, j'ai créé un dossier. Je vais faire ceci. Donc, je vais créer un dossier ici. Je vais nommer GDG TypeScript, par exemple. Ou simplement TypeScript. TypeScript. OK, donc je vais me mettre dans ce dossier et nous allons faire tout à partir d'ici. OK, donc j'ai juste à créer un dossier que nous allons utiliser pour la pratique. Je peux fermer ceci. Donc la première chose à faire, est-ce que vous voulez faire du TypeScript? Il faut comprendre que le navigateur, tous les outils que vous avez ne comprennent pas, la majorité des outils ne comprennent pas du TypeScript par défaut. Donc c'est du JavaScript que le navigateur comprend par défaut. Donc il faut trouver un moyen de convertir le code que nous avons en TypeScript vers du JavaScript pour que le navigateur puisse comprendre ça. Donc c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le transpilateur. J'ai mis le transpilateur parce que les, les puristes vous diront que c'est pas un compilateur, que c'est un transpilateur. Parce que transpiler, ça veut dire partir d'un langage, convertir d'un langage vers un autre. Donc ça ne veut pas dire convertir vers un langage qui est compréhensible tout de suite par la machine. Donc la compilation, c'est lorsqu'on prend du code et qu'on le transforme vers un format qui est compréhensible en même temps par la machine. Donc c'est la nuance entre les deux. Donc du coup, certains vous diront que c'est la transpilation, certains vous diront que c'est la compilation. Donc à vous, personnellement, je vous dirais que c'est la transpilation parce qu'on fait une transformation d'un langage vers un autre. Donc on fait de la transpilation. C'est pourquoi j'ai mis ici le trans entre un peu grisé. Donc, pour pouvoir faire cette transpilation, vous avez besoin du transpilateur. Et par la suite, par l'abus, je vais l'appeler compilateur. Donc, on va se dire que de façon unanime, on va l'appeler compilateur par la suite. Donc, pour pouvoir installer ce transpilateur ou ce compilateur, donc, il faut utiliser la commande npm install. Donc, le npm i ici, c'est le npm install qui vous permet d'installer votre transpilateur. Et ici, c'est pas du Java, du TypeScript qu'on installe, mais c'est le transpilateur qu'on installe. Donc, lorsque vous allez faire npm-install npm install-g TypeScript, vous n'allez pas après trouver sur votre ordinateur TypeScript. Vous allez trouver plutôt TSC, qui est le transpilateur. Donc, dans mon cas, je ne vais pas l'installer parce que je l'ai déjà sur ma machine en mode global. C'est un test que vous pouvez refaire chez vous après en utilisant les commandes qui sont ici. Donc, vous avez la possibilité de l'installer en global ou en local. Je vous conseillerais, lorsque vous le faites, de le faire de façon locale dans un dossier, l'utiliser juste dans le dossier. Pourquoi? Parce que si vous avez deux projets qui ont des versions différentes de TypeScript et que vous l'installez de façon globale, des fois, il y a des conflits, comme dans le cas du CLI d'Angular, des fois, il y a des conflits entre les deux. Donc, du coup, je vous recommande de ne pas faire l'installation globale, mais de procéder à une installation locale dans la majorité des cas. Même si, chez moi, je l'ai en global parce que je l'ai fait une fois et c'est resté. Mais, et également pour la présentation, pour éviter de réinstaller. Donc, du coup, ici, après l'exécution de cette commande, vous avez TSC comme ça, qui est le TypeScript compiler. Du coup, vous devez avoir cette commande maintenant sur votre système. Donc, si vous l'exécutez de cette façon, il vous donnera même des directives, vous donnera des explications sur comment l'utiliser, etc. Donc, généralement, lorsque vous l'installez, que vous voulez voir la version du TypeScript que cela supporte, donc vous pouvez faire ceci, tsc-version. Deuxième chose, si nous revenons maintenant à notre projet ici, tout fichier TypeScript porte l'extension .ts, ts pour TypeScript. Donc, du coup, ici, nous allons faire un petit test. Nous allons créer un fichier ts. Je crois que je peux rester dans ça. Et toute la suite, je peux même passer normalement en mode plein écran. Si je ne me trompe pas, c'est F11. OK.
Donc, ce que nous allons faire ici, je vais d'abord montrer que le TypeScript, c'est du JavaScript. Donc, pour pouvoir faire cela, je vais faire un petit test ici. Je vais mettre mon log ici. On va mettre ici PS comme ça. Et je vais faire pareil ici. Je vais créer une simple variable. Disons, je vais faire un let plutôt. Disons que je mette 1000 et que je lui donne la valeur GDG par exemple. Je vais me dire qu'il peut faire les consts. Okay. Donc, supposons que je fasse un truc comme ça. Pour pouvoir, là, c'est mon éditeur qui me déconne un peu. Il me dit que j'ai déclaré la variable, alors que la variable, je l'ai déclarée nulle part. Ne regardez pas cela pour le moment. Donc, ici, nous venons de créer un code qui est compréhensible par quelqu'un qui fait du JavaScript. Donc, ça, c'est du code JavaScript classique. Mais pour pouvoir exécuter ce code, je ne peux pas le faire en utilisant mon navigateur ou Node.js, parce que Node.js ne comprend que le JavaScript. Donc, il me faut une phase de transpilation de ce code vers du JavaScript avant de l'utiliser. Donc, pour pouvoir faire cela, il suffit de faire ESC comme ça et de lui passer le fichier que vous voulez transpiler. Donc, il est assez intelligent pour faire la conversion vers du JavaScript. Là, il me dit quoi? Il me dit que j'ai déjà déclaré ça, alors que je ne l'ai pas fait. Pas de souci, je vais donner plutôt pour voir ce qu'il dit. Je ne sais pas pourquoi il me sort. Il parle de données, tout ça. Donc, lorsque j'exécute le code, vous allez voir qu'il me génère un fichier JavaScript. Donc, je viens de faire une transpilation comme ça. Donc, si j'ai plusieurs fichiers, il me suffit de lister l'ensemble des fichiers et ça va me générer les différents fichiers JavaScript. Donc, si je reprends ce code, que je le mets à côté, et que je compare les deux, la seule différence que je fais voir ici, il me met du var. Et la raison, il y a une raison derrière ça, c'est parce que, par défaut, TypeScript prend du IS 3 ou du IS5, qui est une ancienne version du JavaScript qui ne supporte pas les lettres 11, tout ça. Donc, il essaie de mettre la barre un peu moyenne ou un peu basse parce que les consts, tout ça n'était pas disponible dans les anciennes versions de JavaScript. Donc, du coup, le code généré, c'est de l'ancien JavaScript, d'où le var ici. Donc, du coup, si on compare ces deux codes, personnellement, je ne vois pas la différence à part le var ici, que nous avons ici. Donc, ce que nous allons faire pour la suite, c'est que déjà, ça prouve que je peux prendre ce code, le ramener ici et l'exécuter, j'aurai pas de souci. Donc, du coup, si je fais ça et que je recompile, donc, j'ai pas de souci. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'erreur ici. Et la raison, LSM, c'est parce que, juste vous dire ça à côté. Donc là, j'ai le même contenu. Donc, ça prouve déjà que le code, un code JavaScript est un code TypeScript valide. À une exception près, lorsque vous commencez par modifier vous commencez par exemple par modifier les valeurs en mettant une chaîne de caractères, après vous modifiez la valeur en lui donnant du nombre et tout ça, parce que le typage est statique. C'est-à-dire que si vous commencez par mettre un type entier, donc la variable va demeurer comme ça jusqu'à la fin. Donc, nous allons faire quelques tests rapides en gardant les deux éléments comme ça. Ici, oui, nous allons commencer par le faire manuellement et puis nous allons voir comment l'améliorer. Donc, nous allons voir ici les différents types de bases que nous avons dans le TypeScript. Donc, côté JavaScript, nous avons ce qu'on appelle les types scalaires ou les primitives et nous avons également les types non primitifs. Donc, les types primitifs, c'est les types que nous connaissons tous, qui sont les types de base. Donc, si nous avons l'âge, par exemple, qui est une valeur entière, donc ça, c'est du number en JavaScript. Si je prends, par exemple, le nom d'une personne, tout à l'heure, il ne voulait pas que je déclare le nom. Je ne sais pas pourquoi il me disait ça. Donc, on va mettre, par exemple, faire signer. Donc, je vais mettre Toto.
J'ai des valeurs qui peuvent être nulles. Donc, je mets par exemple nullable, je le mets à la valeur nulle. Vous avez des valeurs qui peuvent être undefined. Donc, je vais mettre juste ça. Vous avez des valeurs qui peuvent être des booléens. Donc, je mets par exemple is close, par exemple. Je peux lui donner une valeur qui est booléenne. Donc, tout ça, c'est des types que nous connaissons par défaut dans du JavaScript. Donc, lorsque je vais procéder à la compilation de ce code, donc j'ai rien d'extra pour le moment. Je fais quoi là? OK. Qu'est-ce que je fais? Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais l'erreur d'écrire le code dans du JavaScript plutôt que de l'écrire dans le... Je vérifie. OK. Je faisais l'erreur d'écrire, autant pour moi. J'ai fait l'erreur d'écrire le code dans la partie JS au lieu de l'écrire dans la partie TS. Donc, du coup, je vais fermer juste ça pour ne pas me tromper à l'avenir. Donc, lorsqu'on procède à la compilation, donc on voit que nous avons le code qui revient pratiquement à la même chose. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que les types primitifs au niveau du TypeScript, donc nous avons le number. Donc ici, il me suffit de faire ceci pour dire que ça, c'est un nombre. Donc, lorsque je veux déclarer une chaîne de caractères, je mets string ici. Donc, c'est de cette façon qu'on déclare les différents types. Donc, si je veux dire que ceci est nul, je fais ceci. Lorsque je veux dire que ceci est undefined, donc je le fais comme ça. Lorsque je veux dire que ceci est booléen, je procède de cette façon. Donc, à la compilation, à chaque fois que je compile, si nous n'avons pas d'erreur en rouge ici, c'est que tout est bon. Donc, ça va nous donner le code en sortie. Donc, première chose à voir ici, c'est que vous voyez clairement que là, nous avons les types que nous précisons et là, nous n'avons pas le type. C'est parce que JavaScript ne connaît pas les types. Donc, les types sont extraits en la phase de compilation ou de transpilation. Donc, raison pour laquelle nous n'avons pas les types ici. Donc, lorsque nous allons définir des types personnalisés, tout ça, il faut savoir que JavaScript ne connaît pas tout ça. Donc, tout cela est enlevé lors de la phase de transpilation. Donc, nous mettons juste là pour pouvoir nous guider dans le code ou pour des raisons de maintenance. Donc, si je me base sur ceci et que je change tout ceci en Alex, si je change tout ça en Alex, on va essayer de voir ce qui va se passer. Lorsque je fais save ici et que je vais dire maintenant que mon âge, que je veux lui donner une valeur qui est un booléen, si je fais par exemple false ici, et que je vois déjà depuis mon éditeur de test, il va me dire que je redéclare ici, ok, là, c'est pas une erreur. Ok, donc ici, vous voyez qu'il me dit que l'âge est considéré comme un nombre, mais là, j'essaie de lui affecter une valeur qui est un nombre, qui est un booléen. Donc, il me dit type boolean is not assignable to type number. Donc, c'est clair que nous ne pouvons pas prendre une valeur qui est un nombre et après lui affecter une valeur qui est un booléen. Donc, lorsque je vais essayer, je force ceci quand même et que j'essaie de compiler, donc j'aurai la même erreur qui me dit qu'à la ligne 7, que j'ai une erreur et que j'essaie de passer du booléen vers une valeur qui est déclarée initialement comme un nombre. Donc ça, c'est le plus que le TypeScript nous apporte. Donc ce code, on l'aurait écrit en du JavaScript, on n'aurait pas vu ceci. C'est lorsque le code va compiler qu'on va vouloir, par exemple, faire des traitements considérant que ceci est un nombre, que le code va planter. Donc ça, c'est l'avantage que le TypeScript nous apporte. Et vous allez voir que ce retour, nous l'avons depuis nous avons ce retour depuis notre éditeur de test. Donc, j'ai pas eu à compiler le code, mais j'ai déjà informé qu'il y a un problème dans mon code. Donc, pareil, lorsque je vais essayer de modifier les autres valeurs. Donc, ça, c'est concernant le typage ou les types de base que nous avons, que nous appelons les types primitifs. Une chose importante à savoir au niveau des types primitifs, vous n'avez pas besoin, lorsqu'il s'agit d'une initialisation qui est faite de cette façon, vous n'avez pas besoin de faire ça. En faisant ça, vous écrivez du code qui est inutile parce que
On peut. TypeScript est assez intelligent pour savoir que là, je suis en train d'affecter un nombre qui est une primitive. Donc, du coup, en procédant ici, on appelle cela l'inférence de type. L'inférence de type, c'est que vous laissez le compilateur, le transpilateur ou l'éditeur ou le langage vous déterminer le bon type. Donc, on voit qu'il nous dit ici que H est le type number. Donc, pour vous montrer cela, il suffit de faire le même test de tout à l'heure. Si je fais H et que je lui dis que c'est un bool, il me dit toujours clairement, c'est une erreur booléenne, c'est false, par exemple. Il me dit clairement que la variable a été déclarée comme nombre et que je sais quand même de lui afficher, de lui affecter une valeur qui est un booléen. Donc, encore une fois, ceci s'appelle de l'inférence de type. Donc, lorsque vous faites l'initialisation, le langage ou le transpilateur est intelligent pour ça. Donc, pas besoin de faire ça. Donc, du coup, cette règle, vous pouvez l'appliquer pour tous les types, pour les primitifs. Donc, pas besoin de clear, isClose, boolean, tout ça. C'est de la tautologie ou de la répétition pour rien, qui ne nous apporte rien. Et cette règle, c'est pour les types primitifs. Et dans ça, c'est le classique. Maintenant, supposons que nous voulons déclarer des objets. Comment nous allons procéder pour réaliser cela pour que ça soit pratique et qu'on ne revienne pas sur tout ceci. Je vais sortir du mode, je vais reprendre ici. Ok, lorsque vous récupérez, je ne vous demande pas de le faire tout de suite, mais lorsque vous allez récupérer le code GitHub, donc vous aurez un repo ou un dossier qui va se présenter comme ça. Bon, ce que j'ai fait dans le dossier, c'est le dossier qui va nous servir de fil rouge. Donc, du coup, je vais juste vous montrer rapidement son contenu et on va appliquer quelque chose d'abord pour faire. Donc, ce que j'ai fait dans ce dossier, c'est que j'ai préparé tout ce dont nous aurons besoin pour la formation. Donc, même pour les interfaces et tout, donc j'ai préparé un peu l'essentiel dont nous aurons besoin. Donc, le projet que nous allons faire, nous allons le présenter par la suite. Mais l'idée du projet, c'est qu'on aura une liste de contacts qu'on aura implémenté avec des filtres et tout ça. Donc, supposons que ça, c'est un contact que j'ai. Je vais juste prendre ça et refermer tout ça. Donc, j'ai plus besoin de tout ceci. Là, on vient de voir tout ce qui est primitif. Donc, je peux ici primitif ou primitive en anglais. Supposons maintenant que nous allons passer au nom primitif. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les noms primitifs ou les noms scalaires? C'est tout ce qui est objet, fonction, classe et tout. Donc, tout ce qui n'est pas primitif. C'est une composition qui est créée en composant ces différents éléments que nous avons vus précédemment. Donc, nous allons commencer par le plus simple. Je vais d'abord mettre un petit commentaire ici et garder ceci. Nous allons commencer par le plus simple qu'on utilise souvent, c'est les tableaux. Donc, supposons que nous voulons déclarer un tableau de booléen ou un tableau d'utilisateur, des noms d'utilisateurs. Donc, on peut faire quelque chose comme ça et ajouter des valeurs dans le tableau. Donc, on peut mettre tout ce qu'on veut. Ça, c'est du classique. Là encore, TypeScript est assez intelligent pour pouvoir nous fournir le bon type par inférence. Et ce qu'il faut savoir, lorsqu'on veut déclarer les tableaux, vous avez deux façons de faire. Donc, soit vous faites comme ça, vous mettez le type des éléments du tableau et vous faites crochet comme ça. Donc, ça veut dire que je déclare un tableau de chaîne de caractères. Donc, la deuxième façon de le faire, donc je vais mettre ici, une deuxième façon de le faire, on va dire que c'est user 2 par exemple. Donc, il suffit de mettre ici array comme ça et de lui passer le type que vous souhaitez. Donc, on met string ici.
Donc ça, c'est la deuxième façon. J'ai mis. Okay. Donc ça, c'est la deuxième façon de déclarer un tableau. Donc si nous avons des entiers, donc il suffit de remplacer ici par entier. Donc si je fais ça, par exemple, il va me dire, supposons que je mette ici number, donc il me dit tout de suite que ces éléments ne sont pas des nombres. Donc pour rendre le contenu du tableau valide, donc je vais devoir faire ceci. Donc si ici je veux créer des valeurs qui sont un arrêt de booléen, donc il suffit de faire ceci. Donc, il va me dire que tout ça, c'est pas du booléen. Donc, du coup, je vais devoir changer les valeurs pour respecter cela. Donc, voilà pour les tableaux. Donc, je vais restaurer tout ceci pour qu'on ne dise pas de bêtises. Donc, je laisse ça comme ça. Donc, nous avons vu les tableaux. Donc, nous allons passer maintenant aux objets. Donc, supposons que j'ai cet objet et que nous voulons définir son typage. Je mets par exemple user. Supposons que nous voulons définir son typage. J'avais dit tout à l'heure que pour tout ce qui n'est pas primitif, c'est conseillé que vous définissez explicitement le type. Même si, ici, TypeScript est toujours intelligent pour pouvoir le déterminer ça. Pour un grand projet, ça, je ne vais pas le laisser comme ça, mais je vais déclarer un type personnalisé que je vais nommer user, par exemple. Donc, du coup, nous allons aller progressivement. Donc, dans notre cas, pour notre application, par la suite, nous aurons des utilisateurs, des contacts que nous aurons manipulés. Donc, supposons que je mette ici contact. Que ça représente un contact global. Donc, pour pouvoir typer cette variable, donc, je peux faire ceci. Pour les objets, on les déclare de cette façon. Donc, on fait ceci. Et c'est à l'intérieur que vous définissez vos différentes clés et les types des clés. Donc, nous allons redéfinir tout ça et mettre les bonnes clés. Ici, j'ai mis phone number, je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ça. Je change ça en même temps. OK. Donc, du coup, ici, c'est là où nous définissons les types. Donc, je vais mettre ici l'ID. Vu que c'est une chaîne de caractères, je mets simplement string ici. J'ai le nom, donc j'ai le last name. Last name. Donc, déjà, je vois que je mets juste chaîne de caractères ici. Et puis, je dis ce que j'ai à dire. En fait, en faisant en procédant de cette façon, vous allez voir que l'éditeur me dit que j'ai un contact qui est censé avoir que 2 champs avec ces différents types. Mais ici, il me dit non, que, monsieur, le type, la variable que vous mettez à l'intérieur ici ne respecte pas l'interface que vous avez définie. Donc, c'est pourquoi l'éditeur me crie ici, dessus. Il me dit, object literal may only specify known properties and first name does not exist in type. Donc, du coup, il me dit que l'objet que je suis censé utiliser ici doit respecter ce contrat et que actuellement, je ne respecte pas ce contrat. Donc, tout ça, ça facilite la maintenance dans la mesure où, supposons que nous définissons ça et qu'un développeur venant dans le projet vient ajouter ça. Donc, du coup, il aura cette erreur qui va lui dire clairement, monsieur, vous ajoutez une nouvelle clé, est-ce que vous voulez vraiment l'ajouter? Si oui, mettez à jour l'interface qui était définie, le contrat qui était défini initialement. Donc, du coup, ça nous permet de réaliser les différentes modifications de valeur. Donc, du coup, si je continue, je pense que ceci n'aura pas trop d'intérêt pour vous. Mais nous allons procéder autrement. Nous allons dire ici, par exemple, que à la place que nous voulons préciser, par exemple, le département de l'utilisateur. Donc, supposons que nous voulons faire quelque chose comme ça, que l'utilisateur peut appartenir à un département et que ces départements, nous souhaitons que la valeur soit, par exemple, IT. Que la valeur soit, par exemple, IT. Je vais plutôt prendre c'est pas quel exemple, j'ai pas tous les départements d'anglais en tête en anglais, ok, je vais prendre, ouais, supposons, non, je vais mettre ça comme ça, même si ça n'existe pas, supposons que dans notre département, nous avons IT, business et qu'est-ce que je peux dire?
Supposons que nous avons ça, que nous voulons restreindre le type de sorte que les valeurs qui sont passées ici respectent ce que nous avons là. Donc, supposons que je fasse ça dans un premier temps. Il me suffit de dire ici que le département, que c'est une chaîne de caractères pour que tout passe. Donc, il est content, il me dit que tout passe, alors que ce n'est pas notre intention. Notre intention, c'est de restreindre les valeurs pour que ça prenne seulement ces valeurs que nous avons là. Donc, pour pouvoir réaliser cela, il suffit de dire ici que nous voulons que la valeur soit IT ou soit. Donc, on utilise ce qu'on appelle union type dans ce cas. Donc, on utilise bus ou soit staff. Donc, en procédant ainsi, on vient de mettre en place le union type. Et quand je fais ça, on voit clairement que mon département est maintenant invalide. Parce que le TypeScript me dit que cette valeur doit prendre l'une des valeurs qui a été définie. Alors que là, tu ne passes pas la bonne valeur. Donc, si je persiste à mettre une mauvaise valeur, donc j'aurai toujours l'erreur jusqu'à ce que je change la valeur vers une des valeurs définies précédemment. Donc, du coup, on voit que j'ai plus l'erreur au niveau de cette valeur. Et lorsque je fais l'erreur, de nouveau, donc on voit qu'il va me dire que la valeur n'est pas bonne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le union type. Donc, nous avons vu le union type, j'ai parlé des primitives, donc on était au niveau des objets. Donc, nous allons voir un peu comment définir des fonctions, mais avant de faire cela, il nous reste environ 30 minutes en fait. Donc, du coup, ce que nous allons faire, je vais parler des interfaces. Vous allez voir que lorsque nous commençons par mettre des choses comme ça pollue un peu notre code. Parce qu'on mélange le typage avec les vraies données, la data. Et imaginons que nous avons 20 objets ici, donc ça veut dire que nous aurons 20 déclarations de cette façon. Et imaginons que nous avons un gros objet ici. Donc en procédant de cette façon, ça pollue un peu notre code et c'est pas intéressant. Donc pour pouvoir réaliser, et pour pouvoir fixer cela, il y a ce qu'on appelle des interfaces. Donc les interfaces vous permettent de définir des contrats que doivent respecter vos objets. Donc ici, pour pouvoir résoudre ce problème, je peux juste récupérer le typage que j'ai défini ici. Donc je viens quelque part là. Donc là, je vais définir ce qu'on appelle une interface. Donc je fais juste ceci. Donc c'est un contrat que doit respecter un certain objet. Donc il suffit de lui donner un nom ici. Donc je peux dire que ça, c'est mon user interface. Donc si je déclare l'interface de cette façon, je peux juste venir ici et remplacer maintenant le typage que j'ai ici par user comme ça. Donc, je fais le save pour montrer que tout est OK. Je vais juste réaliser une compilation ici. Il me dit staff, property staff is missing in type. OK. Donc, du coup, j'ai rappelé quelque chose ici. OK. Ça, c'est dans le visiteur. Je recompile. OK, là, j'ai plus d'erreur. Donc, du coup, là, on vient de définir une interface comme ça. Donc, les interfaces vous permettent d'extraire vos types et de les rendre réutilisables. Donc, ça veut dire qu'en procédant de cette façon, je peux demain déclarer d'autres contacts ou d'autres utilisateurs en utilisant simplement l'interface de cette façon. Donc, comme nous le verrons dans Angular, souvent, on exporte ça dans un fichier modèle qu'on nomme généralement modèle et qu'on utilise un peu partout en l'exportant. Donc, on vient de voir un peu l'utilisation des interfaces. Donc, pareil ici, ça aussi, on peut dire que ça pollue un peu ici notre code, que c'est pas bon. Lorsque, imaginons que nous avons une liste qui contient 20 valeurs possibles. Donc, lister tout ça aussi, ça peut polluer un peu le code. Donc, on peut les transformer également en ce qu'on appelle des types. Donc là, ça nous amène à ce qu'on appelle les types personnalisés.
Donc, pour déclarer un type personnalisé, il suffit de faire type, de donner le nom du type. Donc, on va mettre ici des parts, même par exemple, on fait égal, on lui donne la valeur voulue. Donc, en procédant de cette façon, on peut prendre ceci et remplacer également tout ceci par le nouveau type que nous avons déclaré. Donc, en faisant de cette façon, on a un type, une interface qui se base sur un type personnalisé. Donc, on teste encore une fois. Donc, la compilation marche bien, tout est fonctionnel. Donc, c'est de cette façon qu'on définit le type. Maintenant, une question qui revient souvent, c'est que les types, quelle différence on met entre les types et les interfaces? Et vous aurez la réponse tout à l'heure, je pense. Regardez ici, nous avons défini une interface utilisateur. On l'utilise comme contrat pour définir le contrat de contact ici. Donc, on aurait pu procéder autrement en disant juste ceci, en disant je peux faire ceci et je peux changer ceci en un type et faire ceci. Je vais compiler cela. Vous voyez que je n'ai pas d'erreur et tout est fonctionnel. Pour vous montrer que tout est fonctionnel, changeons juste la valeur ici. On voit qu'il nous dit que le BU n'est pas autorisé dans la liste des valeurs possibles de département. Où est-ce que j'ai voulu attirer votre attention? En fait, c'est que en TypeScript, les types, que ce soit les types ou les interfaces, c'est deux choses qui sont interchangeables. Donc souvent, les questions qui reviennent en entretien, on demande souvent, c'est quoi la différence entre un type et une interface? La différence entre les deux, déjà, les deux permettent de faire à peu près la même chose, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans certains cas. Et c'est juste que les interfaces, les types nous donnent plus de possibilités. Donc, qui nous permettent de définir ce qu'on appelle des types personnalisés. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai mis type et j'ai dit que je peux prendre une liste de valeurs possibles. Mais je peux pas faire la même chose au niveau d'une interface. Parce que l'interface, c'est une interface ou un contrat que doit respecter un objet. Donc, du coup, les interfaces vous permettent de définir des contrats que doivent respecter des objets, alors que les types vous permettent de définir à la fois des contrats qui peuvent être respectés par des objets, mais ça vous permet en plus également de définir d'autres types personnalisés comme nous l'avons fait ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec l'interface. Donc c'est la nuance ou la différence entre les deux, au cas où quelqu'un vous pose la question. Donc vous avez la réponse. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ici? Donc, on doit parler un peu des fonctions rapidement. Donc, ça, ce typage, vous pouvez le faire facilement avec tout ce que nous avons vu. Nous allons passer aux fonctions. Donc, je vais faire un cas simple. Supposons que j'ai une fonction comme ça, en JavaScript, qui nous permet de calculer la somme de deux valeurs A, B. Et qui nous retourne aussi la valeur A plus de fonction. Donc, on va faire un test simple ici. On va dire que nous appelons la somme sur la valeur, par exemple, 10 et 20. Du coup, comment typer cette fonction? Donc, c'est simple. Il suffit de venir au niveau des différentes. Déjà, je vais faire du n'importe quoi ici dans un premier temps. Donc, lorsque je vais compiler ça, je n'aurai pas d'erreur. Pourquoi? Parce que j'ai rien défini d'explicite ici. Donc, autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est la valeur any. C'est que lorsque vous avez le any, c'est un type particulier dans TypeScript qu'on appelle un type bateau. C'est-à-dire que lorsque je déclare une variable comme étant de type any, c'est que la variable peut prendre tout. Donc, c'est comme si je désactivais le typage. Donc, si je fais par exemple ici, let, et que je mets par exemple anonymous, par exemple.
que je lui donne la valeur plutôt, et que je dis que c'est de type any, ça veut dire que demain, je peux faire ceci. Et lui passer la valeur 12, par exemple, parce que j'ai dit que c'est un type bateau qui peut prendre tout. Donc, si je fais la compilation ici, je n'aurai pas d'erreur. Donc, on n'a pas d'erreur. Pourquoi? Parce que mon type ici, c'est un type bateau, le any, et c'est un type dangereux, en fait. Souvent, on dit, pour savoir si les gens font bien du typage dans un projet, il suffit de chercher, faire une recherche globale sur le projet, chercher any. Donc, partout où vous avez des any, ça veut dire qu'ils ont bypassé le TypeScript juste pour faire passer la compilation. Donc, ce que je vais faire ici, dans le cadre de la somme, nous voulons un vrai typage, pas du any comme nous l'avons ici. Donc, on veut être explicite. Donc, il nous suffit de dire ici que nous voulons que la valeur A soit un number et que la valeur B également soit un number. Donc, en procédant de cette façon, lorsque je viens maintenant ici au niveau de la somme, je m'attends à avoir une erreur. Je n'ai pas d'erreur, mais on va compiler pour voir ce que ça donne. Ok, donc lors de la compilation, parce que là, c'est mon éditeur de test qui déconne pour ne pas me donner l'erreur. Donc du coup, là, on me dit que l'argument de type chaîne de caractères n'est pas, on ne peut pas l'assigner à une valeur définie comme un number. Donc pour pouvoir fixer l'erreur, on doit enlever ceci. Donc lorsqu'on change ceci et qu'on refait, donc l'erreur disparaît, et si on fait même un console log ici, somme de ceci, donc du coup on aura l'exécution qui va bien se passer, on aura la bonne valeur. Donc, si je fais ceci rapidement, je fais la compilation et que je fais le mode index dessus, donc j'ai la valeur 30 ici. Donc là, nous venons de passer en revue l'essentiel. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Peut-être que nous n'avons pas parlé des classes. Donc, du coup, je vais parler également des classes pour vous donner rapidement une idée des classes. Donc, supposons ici que nous avons... Tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez refaire par vous-même. Donc, du coup, je vais mettre juste tout ceci en commentaire. Me placer là. Donc, on va continuer la suite ici pour ne pas oublier le code. Donc, du coup, pour les classes, pareil, c'est du classique. Donc, on déclare une classe, user par exemple. On a certains attributs, donc on va faire simple, on va dire que chaque utilisateur a un nom. Donc, on va dire que c'est de type string. On va dire que chaque utilisateur a un certain âge. Donc, on va dire que c'est un number. On peut déclarer des getters et des setters. Donc, du coup, ici, si je fais get user, par exemple, je peux déclarer une méthode get user qui va me retourner get username ou get age, par exemple. Donc, je vais mettre ici get name. On va faire un test ensemble. Donc, du coup, j'ai le get name qui va me retourner le nom. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que si une fonction retourne une valeur, donc si j'ai le return ici, je pense je ne l'ai pas fait ici parce que je l'ai remis. Donc ici, ça veut dire que en réalité, si je devais bien déclarer mon type, je devais mettre ici le type de retour également et mettre number ici, pour dire que c'est le type en sortie. Donc ça, c'est les entrées, ça, c'est la sortie. Donc si je me réfère à ce que j'ai ici, ça veut dire qu'au niveau de ma fonction ici, le get name, je dois dire que ça retourne ici une chaîne de caractères. Donc, dans ce cas, pour accéder à l'instance de l'objet, je fais 10 et j'ai mon name ici. Donc, si je veux mettre en place un setter, donc je fais set name
Donc ici, on s'attend à avoir le nom de l'utilisateur. Donc je vais mettre un string ici. Et là, on ne retourne pas de valeur. Donc lorsque vous avez une fonction qui ne retourne pas de valeur, donc la valeur de retour, c'est du void. Donc si je fais ça ici, il va me dire que c'est du void. Donc des fois, si vous doutez un peu, vous pouvez survoler et tricher. Donc vous trichez un peu et puis vous notez la valeur comme ça. Donc là, nous avons le void. Et ce qu'il faut faire ici, c'est de faire le 10.name et donner la bonne valeur. Donc ici, ce qu'il faudra faire en programmation orientée objet, c'est qu'on doit protéger ici nos variables de l'extérieur. Donc on peut faire un truc comme ça, pour dire que c'est du privé, pour que l'utilisateur n'y accède pas directement. Et dans la nouvelle version du JavaScript, il y a une façon de faire où on utilise les dièses. On ne va pas rentrer dans ce détail. On va faire un petit test avec ça, ensemble. Donc, du coup, ici, je vais me dire que si je veux créer un utilisateur, donc il me suffit de faire ici const user1 comme ça, et de faire un new user, de lui passer les bonnes valeurs. Donc, il me faut un constructeur ici. Donc, je mets en place mon constructeur. Qu'est-ce que je veux accepter au niveau de mon constructeur? Donc, je peux dire que je veux le nom, qui est une chaîne de caractères, suivi de l'âge, qui est un number. Du coup, il va falloir affecter les valeurs ici manuellement, 10.name, donner la valeur, faire 10.age, donner également la valeur. On va faire un test, après je montre la version simple. Donc du coup ici, on va dire que nous voulons créer un utilisateur qui s'appelle Toto et qui a par exemple 10 ans. Donc du coup, déjà lorsque je mets ça, il me dit que non, c'est pas bon. Donc si je mets la bonne valeur, il me laisse passer. Donc on va juste afficher ceci dans la console. Il nous reste environ 15 minutes. Donc je fais user one ici. Donc là, nous avons créé, si on reprend ensemble, donc on a créé notre utilisateur, classe utilisateur, nous avons le nom, l'âge. On a créé un constructeur pour pouvoir renseigner les valeurs. Et on fait le getName qui nous retourne la valeur, le setName pour modifier la valeur. Donc ici, on va dans un premier temps afficher l'utilisateur. Ensuite, on va faire un user1, faire un set dessus. Ici, c'est un objet. Donc, lorsque j'utilise const, vous savez qu'en JavaScript, const, ça veut dire que je ne peux plus modifier la référence. Donc, rien ne m'empêche de modifier le contenu. Donc, si je fais set name et que je lui passe la valeur G, DG par exemple, et que après je fasse un console log avec la valeur user.getName, donc je m'attends à voir GDG là. Ok, je vais mettre ici name par exemple. Ok, donc on va tester ce code ensemble. Donc du coup, ça, je peux le fermer, vu que l'idée, c'était de vous montrer à chaque fois le code compilé. Donc du coup, je fais PSC comme ça, je lui précise le fichier à compiler. S'il n'y a pas d'erreur, c'est bon. Donc ensuite, j'exécute le fichier. Donc je fais index.js ici. Donc j'ai bien le code qui marche. Donc j'ai l'utilisateur qui est créé premièrement. Donc j'ai le user qui a cette valeur qui correspond au premier console log que nous avons fait ici. Ensuite, nous avons fait un set name pour modifier sa valeur en GDG. Et après, on affiche la valeur. Donc, pour montrer que c'est tout fait bien, ici, on peut faire simplement ceci. Comme ça nous montre la totalité de l'objet. Okay. Donc, on voit que l'objet a été bien modifié ici. Maintenant, une chose que je souhaiterais partager avec vous, c'est que vous voyez que faire des choses manuellement, comme ça, c'est pas intéressant.
franchement, c'est pas intéressant à faire en mode développement. Donc, ils ont pensé à un mode qu'on appelle le mode watch. Donc, vous pouvez faire ceci, mode watch comme ça, et dire à TypeScript que suis-moi ce fichier. Donc, il passe là en mode watch, et à chaque fois que je fais une modification ici, il va faire la transfilation automatiquement. Donc, vu que nous n'avons plus la main sur la console, ce que je peux faire, c'est d'ajouter ici une seconde console où je vais maintenant procéder à l'exécution de mon fichier JavaScript compilé. Donc, ce qui veut dire que chaque fois que je modifie la valeur ici, supposons que je fasse ça, donc il y a la compilation qui se fait automatiquement. Donc là, je vais juste exécuter mon code. On voit que j'ai les résultats. Donc là, on vient de placer ceci en mode watch. Mais ce qui est intéressant, c'est que Node aussi dispose actuellement d'un mode watch. Donc on peut utiliser cela également. Donc on peut faire placer celui-ci aussi en mode watch. Et là, maintenant, vous voyez ce qui va se passer. Donc si je fais par exemple GDG à bidon ici, donc, du coup, j'ai cette partie qui compile et j'ai automatiquement le résultat là. Donc, ça, c'est une façon de faire que vous pouvez utiliser pour apprendre le TypeScript et voir si ce que vous faites est bon. Donc, on peut s'amuser ici à mettre ici le cloud. Donc, on vient d'avoir un truc qui est interactif qu'on peut utiliser pour apprendre. Donc, on voit qu'il fait automatiquement la compilation de ce côté. On utilise Node, Mode Watch également pour pouvoir procéder à l'exécution. Donc, voilà pour l'essentiel sur le TypeScript de façon générale. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, en plus de cela, il est possible de procéder à la configuration, parce que là, nous avons dit tout à l'heure que nous faisons des compilations de façon manuelle. Mais il est possible d'aller au-delà de cela et dire, par exemple, que nous voulons initialiser un vrai projet TypeScript. Parce que derrière, cette compilation se fait en se basant sur des configurations par défaut. Et on peut aller plus loin et dire ici que nous voulons initialiser un vrai projet TypeScript. Donc, pour pouvoir faire cela, au cas où vous avez vous-même, ça c'est quelque chose que je partage, juste comme ça, vous voyez qu'il a généré un fichier de configuration pour moi. Donc, ça veut dire que c'est ce fichier de configuration maintenant qui sera utilisé dans ce projet lorsque je vais faire les transpilations. Donc, à chaque fois que vous voulez initialiser un nouveau projet, TypeScript, c'est la commande. Donc, vous allez retrouver sur le slide. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que dans un dossier, si vous exécutez la commande tsc suivi du nom d'un fichier, c'est que par défaut, TypeScript va d'abord vérifier dans le dossier s'il y a un fichier de configuration et l'utiliser pour la compilation. Donc, il y a certains éléments ici, par exemple, qu'on peut voir ici. Je vais juste faire un seul test. C'est un seul test que je vais faire. Vous pouvez après regarder la documentation. Pour vous montrer que le fichier de configuration est utilisé. Là, nous avons la transpilation qui est faite vers une version du JavaScript donné. Donc, on voit l'utilisation des prototypes et tout ça ici. Donc, c'est une façon de faire dans du JavaScript. Donc, supposons que nous voulons modifier cela et que maintenant, nous voulons faire en sorte que, je n'ai pas eu le temps d'expliquer le fichier de configuration, c'est pas grave, parce que dans Angular, mais tout ça, fait cette configuration par défaut pour vous la première fois, donc vous n'aurez pas à connaître tout ça. Donc, s'il faut savoir ici quel exemple je peux donner, je vais prendre un exemple qui est un peu parlant. Oui, je vais chercher juste un exemple ici. Je vais prendre de Eni. Shindandama. Ok. Ok. Je vais montrer juste un exemple rapidement. En fait, le not implicit Eni, j'avais déclaré tout à l'heure, non, ça c'est pas un exemple qui est parlant. Je vais donner un exemple où on voit des changements drastiques dans le code.
Donc ici, j'ai déjà module, ok. Je pense que je vais modifier le type de module ici. Je sais pas quel exemple je peux donner rapidement. Ok, je vais changer la target alors. Je vais prendre IS 5 ici, mais je pense qu'il va pas faire un grand changement dans le code. Ouais, je pense que je vais laisser tomber plutôt. Ce que j'ai voulu, je vais revenir au slide pour vous montrer ce que je vais dire. Donc là, on a parlé de ça. On a parlé du mode watch, de la compilation. On a vu les différents types. J'ai parlé de l'inférence. J'ai parlé des types non primitifs. On a parlé de array, objects, des records. Les records, c'est des associations de clés-valeurs. Donc, ça ressemble un peu aux objets. Donc, peut-être qu'on verra ça par la suite. On a parlé un peu des fonctions. On a parlé de l'initialisation d'un projet et certains éléments du fichier de configuration. OK. Donc, du coup, je vais faire un exemple simple ici. Je vais prendre le out-dir. Ce serait plus parlant. Lorsque je prends un fichier de configuration, le fichier de configuration par défaut, vous allez voir que nous transpilons toujours vers ce dossier. Mais imaginons que nous voulons transpiler vers un dossier qui s'appelle dist, par exemple. Dist, et c'est dans ce dossier que ce fichier sera transpilé. Donc, je supprime dans un premier temps ceci. Et je dis, ici, je cherche le out-dir dans le fichier de configuration. Donc, vous allez voir que par défaut, c'est le dossier. En supposant que je modifie cette valeur et que je lui donne la valeur dist comme ça. Donc, je fais un save. Je relance mon compilateur. Ok. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà, la première remarque que j'aimerais vous montrer ici, la chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est que là, j'ai juste fait TSC. Et j'ai plus eu à préciser un fichier. Et il est assez intelligent pour savoir que je travaille dans le dossier courant. Parce que la source, par défaut, lorsqu'on va vérifier ici, on verra que la source par défaut dans le fichier de configuration, c'est le dossier courant. Donc, il va chercher tout ce qu'il y a comme fichier quand il est ici et procéder à sa configuration. Donc, lorsque j'ai précisé tout à l'heure que mon out-dir, c'est dist, donc on voit qu'il est allé générer le fichier dans le dossier dist ici. Donc, si je change ça, par exemple, à dist2, et que je refais la compilation, donc vous allez voir qu'il va me générer le dossier correspondant au nom que j'ai précisé. Donc, voilà. Donc, pour le fichier de configuration, c'est pas quelque chose dont vous avez besoin si vous faites du Angular, mais vous aurez besoin de ça si vous travaillez sur un projet TypeScript propre à vous. Donc, ça, c'est des choses que vous n'aurez pas à faire souvent, vu que Angular nous fournit un fichier de configuration par défaut. Et c'était juste pour attirer votre attention dessus. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez explorer par vous-même en regardant dans la documentation officielle de TypeScript après. Donc, oui, donc ça, c'est l'exemple sur lequel je voulais qu'on travaille ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut... oui, je regarde rapidement parce que normalement, je dois l'avoir dans le dossier en question. OK, donc l'idée de l'exercice final, c'est juste d'avoir une classe qui permet de créer un objet qui respecte ce contrat qui est défini ici. Et puis d'avoir ces différentes méthodes qui vous permettent de réaliser les opérations sur la classe en question. Donc, je ne sais pas si je l'ai dans mon... je vérifie rapidement. Dans le repo, je ne sais pas si je l'ai mis ou pas. Ça, c'est pas le bon. Je ne sais pas si je l'ai mis. Non, je pense pas l'avoir ajouté. Ok, ok.
Ça, on l'a déjà fait ensemble. Ok, c'est pas grave, quoi. Mais du coup, lorsque je vous donne je vais vous partager, comme je l'ai dit, les slides. Donc, l'idée, c'est que si vous pouvez faire cet exercice par vous-même pour la prochaine fois avec tout ce qu'on a vu, je pense que ça peut vous servir un peu de pratique, que ce soit intéressant de faire cet exercice. Donc, l'idée, c'est que vous reprenez ce code par vous-même. Donc, essayez de réaliser l'implémentation. Donc, vous avez une classe qui est app, qui contient un objet user. Donc, l'idée, c'est de définir ces différentes méthodes comme si vous faites un cours et de faire l'implémentation. Donc, lorsque vous avez le retour de cet exercice, donc du coup, vous pouvez partager ça dans le chat quand on regarde ensemble les différents retours, les différentes propositions qui se feront. Donc, de mon côté aussi, j'enverrai la proposition finale. Et je crois que à la prochaine session, on va commencer avec cela. Je vais présenter ma solution rapidement pour la confronter à votre. Comme ça vous permet de pratiquer un peu tout ce que nous avons vu. Donc, je ne sais pas si l'exercice est clair pour vous. Si c'est pas clair, quelqu'un peut mettre un message. Si c'est clair, vous pouvez juste me mettre un petit OK. Comme ça, on peut terminer la session.